Salut à tous, aujourd'hui on parle de morale et de Watchmen. J'imagine que le moment est venu. Watchmen est un comics publié entre 86 et 87, dessiné par Dave Gibbons, colorisé par John Higgins et scénarisé par Alan Moore. C'est un monstre d'influence qui a depuis donné lieu à sa propre franchise. Dans cette vidéo, on va rester modeste et s'intéresser seulement à un aspect de l'œuvre originelle, la philosophie morale. On va faire ça au travers de trois de ses personnages. Watchmen est une uchronie, c'est-à-dire un monde historiquement proche d'une autre, pendant la guerre froide, mais à ceci près que les super-héros existent, même s'ils sont plutôt la version justicier sans pouvoir que celle de super-héros à proprement parler. Bon, à une exception près. Grâce au pouvoir de ces héros, les États-Unis ont gagné la guerre du Vietnam et empiré encore la risque d'un conflit nucléaire avec l'URSS. Au sein de ce monde foncièrement pourri, un ancien justicier est assassiné. L'intrigue sera donc une enquête proche du roman noir, qui permettra à Moore d'aborder des thèmes philosophiques comme ceux de l'identité personnelle, de la justice ou encore la morale. C'est son traitement de cette dernière que je veux discuter aujourd'hui. Les auteurs dépeignent un monde déprimant où le bonheur n'existe que dans le secret inquiet, médiocre et fragile du chez-soi, où l'injustice règne en maître, où le danger est partout, et encore plus dans les quartiers malfamés où l'histoire nous amènera. Nous ne sommes pas dans un univers relativiste où le bien et le mal sont des illusions. Au contraire, le mal, il existe. Il suinte à chaque planche. Et attention, parce que certaines sont d'ailleurs assez difficiles à encaisser. Bon, d'où vient ce mal omniprésent et qui tâche d'arrière-penser toutes les relations humaines? Bien sûr, il vient en partie des personnes méchantes, égoïstes, violentes, le connard de base. Mais ce serait presque optimiste de dire que seuls les connards véhiculent le mal. Il suffirait de les éduquer ou de les enfermer et le problème serait réglé. C'est facile. Plus gênant en fait, les auteurs montrent que le mal vient aussi des personnes normales, médiocres, qui abusent de leur pouvoir, qui se laissent embarquer dans un groupe, etc. etc. Et ce qui va m'intéresser moi, c'est que même les personnes de bonne volonté, elles se retrouvent démunies, incapables de comprendre comment bien agir, comment être quelqu'un de bien dans un monde aussi merdique. J'aime beaucoup une petite scène lambda à ce propos. Un couple d'Afro-Américains se retrouve en ville. La femme veut protéger son mari du monde, lui qui essaye toujours d'aider un petit peu trop son prochain. Quelque part, elle agit pour son bien, de façon altruiste, prévenante, et pour elle-même, elle ne demande pas grand-chose, elle veut juste sauver son couple, essayer d'être heureuse sans faire de mal à personne. Mais ce faisant, elle en vient à ignorer une injustice évidente qui a lieu sous ses yeux. Sa volonté innocente de se protéger et de protéger son mari l'amène donc à agir comme une personne lâche et égoïste, à ignorer une agression qui a lieu juste devant elle. Quant à son mari, qui met son couple en danger pour aider son prochain, on pourrait se dire qu'on a enfin trouvé quelqu'un de vraiment bien, qu'il en faudrait juste davantage pour que le monde aille mieux. Mais la morale de la petite histoire, elle nous raconte l'inverse. L'action du mari, elle se révèle inutile, pire, il provoque une bagarre qui dégénère. Il est donc terriblement difficile de savoir ce qu'est bien agir dans un monde si injuste et si complexe. Il est si facile de se perdre et d'être corrompu à son tour. Et on le voit, même celui qui a la bonne intuition, qui comprend ce qu'est une bonne action à un instant T, même lui, il apporte rien de bon, il empire la situation et il va à sa perte. Si le monde de Watchmen est peu ou prou le nôtre, si la politique n'est pas une option parce qu'elle est aussi pourrie que le reste, que faire en tant que personne de bonne volonté? Quelle est la philosophie morale? Quelle est la solution pour que chacun dans son coin, on améliore le monde qui nous entoure? Il y a plusieurs philosophies qui prétendent résoudre ce problème, et chaque héros dans Watchmen en représente une. On va voir ce que ça donne. Then you better start swimming or you'll sink like a stone. Oh, the times they are a-changing. La première, qui pousse jusqu'au bout les super-héros de type Vengeur, c'est celle de Rorschach, qui traverse le chaos et l'horreur en tâchant de rester droit et fidèle à des principes, la justice, la vérité, quoi qu'il arrive. Il peut être admiré pour son courage physique et son déontologisme radical. Il est le seul personnage à agir par idéal, idéal qui est resté immuable au fur et à mesure du passage des années et du délitement des Watchmen. Et son masque est peut-être là pour qu'on se reconnaisse un petit peu tous en lui. Son éthique se fonde sur un petit nombre de principes auxquels il donne une force absolue et qui lui permettent d'éviter les compromis, les corruptions un peu faciles auxquelles on peut céder quand ce monde pourri finit par nous arranger. À part la vérité, Rorschach défend aussi une forme de rétributivisme radical. C'est-à-dire qu'il conçoit comme bon et nécessaire
que le crime soit sanctionné, par la violence si besoin est. Et à nouveau, c'est ce qui va lui permettre de jouer le rôle de héros pendant toute une partie de l'histoire. Ces principes ne lui donnent aucune bonne raison de se défiler. Mais si ses pas sont tachés de sang, ce n'est pas pour rien. Sa démarche pose de nombreux problèmes. Des problèmes qui rejoignent en partie ceux d'une critique du déontologisme, critique assez classique. La morale de Rorschach est superficielle. Elle lui donne un sentiment de justice, mais change peu de choses au monde. Voire sa morale est néfaste. Il participe au cycle de la violence et du malheur qui parcourt la ville. Elle ne résout pas de problème, au contraire il en crée, et il représente tout ce pourquoi les Watchmen ont été interdits. Une justice personnelle, vengeresse, inefficace, qui piétine à peu près tous les droits de l'homme. Rorschach, persuadé de faire le bien, en devient dogmatique. Le fait d'être droit l'empêche aussi de se remettre en question, et le fait d'avoir des absolus l'empêche de nuancer ses propos. Pourquoi une seule mort vaut-elle plus que tant de vies? Parce qu'il y a le bien et le mal, et que le mal doit être puni, même face à l'Armageddon. Je ne ferai aucun compromis là-dessus. Avoir des absolus lui fait aussi négliger d'autres valeurs. Je sais pas moi, le respect d'autrui, la liberté, ce genre de truc un peu important. Persuadé d'être dans le vrai, il dérive, lisant et croyant à la pire fange des tabloïds d'extrême droite, ce qui par ailleurs est assez ironique pour quelqu'un si épris de vérité. Bref, il est un vengeur injuste et violent. Quand on retire son masque, il est laid. Le personnage est même décrit comme déséquilibré mentalement, ce qui peut-être rejoint certaines critiques de la morale de Kant, qui ont fait quelque chose de trop grand, trop exigeant, trop absolu, trop difficile à respecter pour un simple humain. Bilan, déprime 1, Watchmen 0. Rester droit et suivre des valeurs, comme la vérité, mène dans ce monde de merde à davantage de souffrance. Then you better start swimming or you'll sink like a stone. Oh, the times they are a-changing. La seconde démarche est l'utilitarisme d'Ozymandias. Alors, l'utilitarisme, vous connaissez peut-être, il y a des tonnes de vidéos sur le sujet. Plutôt que de se fonder en aval sur des principes, comme Rorschach, des principes qui guident nos actions pour nous éviter de nous égarer, ici on se demande plutôt quelles seront en amont les conséquences de nos actes. Peu importe les beaux principes, il faut se demander, est-ce que je fais augmenter le bonheur de la communauté en agissant de telle ou telle façon? Donc c'est ça l'utilitarisme. Est-ce que j'évite de la souffrance? Est-ce que je provoque du plaisir dans le monde en agissant comme ça? Dans l'utilitarisme, on peut bien agir tout en n'étant pas désintéressé. Et ça va très bien à Ozymandias, que son action rend riche, célèbre, puissant. Mieux, quelque part, s'il veut maximiser le bien qu'il fait dans le monde, avoir un vrai impact positif, contrairement à Rorschach, il lui faut du pognon, du pouvoir. Donc, il a presque un devoir moral d'être ambitieux, d'utiliser son intelligence pour prendre la place au sommet à d'autres gens qui n'en feraient rien de bon. Ozymandias, de ce point de vue, c'est un peu le rêve de la très grande fortune, mêlé à un esprit supérieur qui utiliserait son pouvoir pour améliorer le monde. Qu'est-ce qui peut mal se passer? Le personnage d'Ozymandias s'ancre dans une double tradition. Une tradition des comics d'abord, qui peint presque tous les personnages utilitaristes en grands méchants immoraux, parce qu'ils sont prêts à sacrifier une personne pour en sauver plusieurs, tandis que les héros, eux, ils se débrouillent pour sauver tout le monde, ils trichent. Il y a une tradition philosophique ensuite, puisque l'utilitarisme, donc l'idée selon laquelle agir moralement serait augmenter la somme de bonheur sur Terre, eh bien, cet utilitarisme, il est la cible d'un grand nombre de critiques. Vouloir maximiser le bonheur sur Terre dans chacune de ses actions pousse Ozymandias à une recherche constante d'efficience. Donc, il en finit par renier toutes les valeurs qu'il avait plus jeune. À ce jour, vous êtes un des 2 seuls gardiens à avoir révélé sa véritable identité au monde. Le premier étant Hollis Mason. Et vous en avez certainement grandement profité en métamorphosant votre alter ego, Ozymandias, le super-héros, en une industrie d'1 milliard de dollars. Jouets, boîtes à lunch, génie génétique. J'ai entendu dire qu'un film serait même en chantier. Il se lance dans une course à la puissance, une course délirante qui, au nom du plus grand bien, le rend aveugle au mal qu'il crée, jusqu'à commettre carrément un crime contre l'humanité pour essayer d'annuler une apocalypse nucléaire qui aurait peut-être de toute façon pas eu lieu. Ce plan machiavélique d'Ozymandias, qui fait de lui le grand méchant, ça ressemble un petit peu à la critique du bouc émissaire qu'on fait assez souvent aux utilitaristes. Cette critique, elle s'énonce assez bien dans un argument par l'absurde. Ça donnerait quelque chose comme ça. Si l'utilitarisme a raison, et si l'action morale est celle qui fait augmenter le bonheur de la communauté, alors on devrait admettre que faire souffrir un petit nombre de victimes innocentes est une bonne action
si cette souffrance génère un plus grand plaisir pour l'ensemble de la communauté. Or, cette pratique, la pratique du bouc émissaire, elle nous semble intuitivement assez monstrueuse. Donc, l'utilitarisme est absurde et à tort. C'est d'ailleurs sur ce point que finit cette histoire. Même si Ozymandias triomphe, même si son plan fonctionne, on en ressort assez écœuré en tant que spectateur, conscient que sa logique, elle a pas l'air stupide, mais qu'un truc déconne salement quand même. Et si la lettre de Rorark, qui laisse une fin ouverte, elle nous donne un petit peu d'espoir mitigé, c'est peut-être bien qu'on n'est pas complètement d'accord avec Ozymandias, et qu'on a tendance intuitivement à accorder une valeur importante à la vérité et à la justice. Le monde doit savoir, le monde doit rendre justice. Quelque part, ça montre bien qu'au fond de nous, on n'est pas vraiment utilitariste. Bilan, Déprime 2, Watchmen 0. L'utilitarisme mène à créer des monstres géants qui commettent des crimes de masse. And you better start swimming or you'll sink like a stone. Oh, the times they are a-changing. On a parlé de la fin de Watchmen, parlons du début, et de celui par qui tout commence. J'ai nommé le comédien. Il représente une autre façon de réagir face à un monde profondément injuste. Face à l'immoralité absurde du monde, face à l'hypocrisie des hommes, le comédien se dit que tout est une farce, un jeu malsain où chacun joue un rôle. D'où son surnom, le comédien, qui vient d'une prise de conscience de la comédie humaine. Il en retire une double attitude. D'abord, celle de celui qui constate la folie humaine et son impuissance à la changer. Ça, c'est plutôt tragique. En ce sens, il est cynique, comme j'en parlais dans une autre vidéo. Les cyniques, c'est ceux qui ne peuvent rien changer au monde et qui choisissent donc d'en rire. Mais le comédien, c'est pas un opprimé. Quand il se rend compte que le monde est absurde, il se range sciemment du côté des oppresseurs et commet à peu près tous les pires actes possibles pour un être humain. C'est qu'à lui, on la lui fait pas. Il sait que le bien et le mal, c'est de la comédie, et il laisse donc libre cours à ses plus bas instincts en jouissant dans l'horreur de tous les privilèges qui lui sont accordés par ses chefs. En cela, il se place du côté du cynisme des forts, ceux qui trouvent bien pratique de vite rejeter les notions de bien et de mal, parce qu'au fond, ça les arrange de pas avoir à se brider, parce que ça leur donne une excellente raison d'agir comme des connards. Bref, certains vont dire qu'il y a un côté assez nihiliste dans son action. Peut-être, mais si on parle de nihilisme dans ce cas-là, c'est pas un nihilisme nietzschéen. Le nihilisme nietzschéen, ça va être celui d'un homme supérieur qui comprendrait que les morales humaines sont trop faibles et qui en profiterait donc pour forger lui-même de nouvelles valeurs. Le comédien, il fait rien de tout ça. Son nihilisme, c'est plutôt celui de ceux que Nietzsche appelle les derniers hommes. Ces types qui comprennent que notre morale est issue d'une religion à la gloire d'un dieu qui n'existe pas, mais qui en reste là en fait, et qui vivent le reste de leur vie sans valeur, comme des porcs, jusqu'à crever encore tout fiers d'eux-mêmes. Et encore, dans Watchmen, les auteurs prennent soin de montrer un comédien vieillissant, toujours aussi détestable, mais perclus de regrets. Petit aparté, mais c'est assez ironique, parce que Nietzsche conchiait ce type de personnes qui déduisent du nihilisme le droit de se comporter comme de sales cons égoïstes. Et pourtant, ces gars, quand ils touchent un petit peu à la philo, ils se réclament souvent de lui. Existential Comics avait fait une planche là-dessus, je vais essayer de l'ajouter au montage. Bon, face à l'horreur absurde du monde, faut-il sombrer dans le nihilisme et devenir un salaud de la pire espèce? Dit comme ça a pas l'air d'être top non plus. Donc, Déprime 3, Watchmen 0. Les auteurs prennent un malin plaisir à déconstruire les codes du film de super-héros, avec des anti-héros de tous les types possibles, le salaud, l'incompétent, le faible et même le dieu vivant bleu qui ne comprend plus la valeur de la vie. Et les auteurs, ils prennent aussi un malin plaisir à détruire toutes les solutions possibles au problème de la morale, en dépeignant des personnages qui semblent s'inspirer de grandes thèses de philosophie et dont la posture est systématiquement corrompue par l'injustice du monde, jusqu'à ce qu'ils deviennent eux aussi une partie du problème. Mais enfin, qu'est-ce qui nous est arrivé? Qu'est-il donc advenu du rêve américain? Tu veux savoir ce qui est devenu le rêve américain? Tu l'as devant les yeux. Il est devenu réalité. Voilà pour cette vidéo autour de Watchmen. Honnêtement, j'avais pour projet de faire un gros truc dessus, comme je l'ai fait pour Gattaca.
Donc, en traitant tous les aspects philosophiques de Watchmen, qu'ils soient politiques, métaphysiques, mais c'est un travail monstrueux, ça demandait énormément de boulot, et je m'en sentais pas les épaules, là, je suis en vacances, je suis tranquille. Je me réserve la possibilité de revenir dessus, ceci dit, donc dites-moi si ça vous dit, et si vous avez des propositions de personnages ou d'angles particuliers à traiter, ça peut se faire. Un grand merci pour avoir regardé jusqu'au bout, ça fait plaisir. Pensez à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo à qui de droit. Voilà. Cordialement. Au revoir. Come gather round, people, wherever you roam.